Il n'y a rien de plus satisfaisant que de prendre des idées géniales et d'en faire une réalité. Mais qu'en est-il de ces idées qui semblent si folles qu'elles ne peuvent pas fonctionner? Eh bien parfois, ces idées folles finissent par fonctionner bien mieux que prévu. Des jeux vidéo contrôlés par l'esprit au caca à but lucratif, prépare-toi à être époustouflé, car nous allons jeter un coup d'œil à certaines des idées les plus farfelues qui ont réellement fonctionné. La folie musicale. Où que tu sois dans le monde, les conducteurs qui dévalent les routes à des vitesses bien supérieures à la limite légale restent un problème dangereux. Cependant, en 2014, le département des transports du Nouveau-Mexique a fait équipe avec la National Geographic pour créer une solution basée sur des chansons fantaisistes. Ce tronçon de la route 333 a été modifié de telle sorte que tout automobiliste qui la traverse a droit à une interprétation du classique patriotique américain America the Beautiful. D'accord, c'est pas tout à fait Ray Charles, mais c'est quand même impressionnant. De plus, la musique mystérieuse n'est jouée que lorsque tu conduis exactement à la limite de la vitesse autorisée. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Des rainures spéciales appelées bandes rugueuses sont installées le long de la route à des intervalles variables les unes des autres. Lorsqu'on roule dessus, ces bandes rugueuses font vibrer les voitures à des fréquences très spécifiques, qui génèrent des sons audibles. Cependant, la chanson ne devient reconnaissable que si l'on roule à une vitesse de 45 miles par heure, soit 70 km/h, ce qui encourage les conducteurs à respecter les limitations de vitesse. Le pet rock. Qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat ou d'un poney, il y a toujours eu une demande pour les animaux de compagnie. Mais personne ne voudrait d'un rocher comme animal de compagnie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est faux. En 1975, Gary Dahl, un rédacteur publicitaire indépendant en perte de vitesse, buvait un verre et écoutait ses amis se plaindre de leurs animaux de compagnie au pub. En plaisantant, il a suggéré d'avoir un caillou comme animal de compagnie. Un caillou ne peut pas causer de problème à qui que ce soit, se dit-il. Mais alors que tout le monde riait, l'idée a commencé à s'ancrer dans l'esprit de Dahl. Quelques jours plus tard, il s'est retrouvé à acheter une cargaison de pierres lisses à seulement 1 centime l'unité. Il a également acheté de la paille qui était encore moins chère. Puis, mettant à profit ses talents d'écrivain, Dahl a rédigé un manuel complet de 32 pages contenant des instructions détaillées sur la façon de garder les pierres comme animaux de compagnie. Le manuel décrit en plaisantant des choses comme les premiers soins pour les rochers de compagnie. Et il y a même des instructions sur la façon de dresser ton caillou de compagnie. Par exemple, il était presque impossible d'apprendre au caillou de compagnie à donner la patte. Attaquer, par contre, était très simple avec un petit coup de pouce du propriétaire, bien sûr. La boîte, quant à elle, était percée de trous d'aération sur le dessus et le rocher était confortablement installé à l'intérieur, niché sur un lit de paille. Dahl a mis la pierre de compagnie sur le marché à temps pour la ruée de Noël, et la réponse a dépassé toutes ses attentes. Fait étonnant, en février 1976, plus d'1 million de ces pierres avaient été vendues, et à 4 $ l'unité, Dahl est devenu millionnaire presque du jour au lendemain. Mais de côté Mick Jagger, Gary Dahl est la seule vraie rockstar. Un caillou de compagnie. Oui, c'est une idée plutôt folle. Mais ce qui est pas si fou par contre, c'est d'appuyer sur ces boutons j'aime et s'abonner. J'ajoute tous les jours du nouveau contenu et tu ne voudrais pas manquer ce que j'ai prévu pour la suite. Bon, où est-ce qu'on en était? Les guerriers qui se dandinent. Retour au début de l'année 2020. Le gouvernement chinois a réalisé qu'il était sur le point de faire face à un énorme problème aérien potentiellement dévastateur. Et non, je ne parle pas du Covid-19. Un essaim de 400 milliards de criquets volants féroces se dirigeait tout droit vers la frontière chinoise. Des essaims de ces nuisibles avaient déjà ravagé l'Afrique de l'Est, l'Asie du Sud et le Pakistan, détruisant les récoltes à un rythme alarmant et paralysant l'économie des pays. En 2020, l'Afrique de l'Est a perdu 128 millions de dollars en luttant contre ces insectes. Alors, quel était le plan de la Chine pour mettre fin à l'assaut? Des canards. Et je veux dire beaucoup de canards. Les canards excentriques avaient déjà fait leurs preuves en combattant une horde similaire 20 ans plus tôt. À l'époque, chaque canard dévorait en moyenne 200 sauterelles par jour. Le gouvernement chinois a donc enrôlé une légion colossale de 100 000 d'entre eux en 2020, qui se sont rassemblés à la frontière entre le Pakistan et la Chine, prêts à bloquer l'approche de ces 400 milliards de criquets par le Pakistan dans une bataille épique. Des couacs tendus remplissaient l'air, mais cette fois, il n'en était rien. Les experts avaient prévenu la Chine d'annuler l'attaque et d'utiliser des pesticides à la place, ce qu'elle a fait. Bien que les canards aient excellé en 2000 lorsqu'ils se battaient en Chine, en 2020, ils se seraient battus au Pakistan. Avec des températures qui pouvaient dépasser les 45 degrés Celsius et des déserts secs dans certaines parties du pays, cela aurait pu être un désastre pour les canards qui dépendent de l'eau. Retirés de la ligne de front, ils se sont éloignés en se dandinant avec lassitude.
Cependant, la prochaine fois que les récoltes de la Chine seront menacées, peut-être n'auront-ils pas besoin d'une retraite de charlatans. Toilettes transparentes. Soyons honnêtes, personne n'aime utiliser les toilettes publiques. Mais ces toilettes à Tokyo, au Japon, font passer l'angoisse de faire caca en public à un tout autre niveau. C'est parce que les parois des cabines sont en verre transparent. Faisant partie du Tokyo Toilet Project, elles sont conçues pour combattre le stéréotype japonais selon lequel les toilettes publiques sont sombres, sales, malodorantes et effrayantes. Si tu veux mon avis, une cabine de toilette transparente est tout ce qu'il y a de plus effrayant. Mais malgré l'apparence exposée, il y a peu de chances que quelqu'un te voie faire tes besoins. Les parois en verre ne sont pas faites de n'importe quel verre, non. Il s'agit d'un verre intelligent. Lorsque la porte de la cabine est déverrouillée, un courant électrique passe à travers les cristaux des panneaux de verre, ce qui les rend transparents. Lorsqu'elle est verrouillée, l'électricité est coupée et les panneaux deviennent opaques. Ainsi, même en cas de panne de courant, les murs ne deviendront pas soudainement transparents. Pourquoi les toilettes de Tokyo sont-elles meilleures que les toilettes publiques ordinaires? Eh bien, elles te permettent de voir exactement l'état de la cabine avant même d'y entrer, ce qui pourrait éviter une mauvaise surprise. Tu seras également découragé de laisser de mauvaises surprises car lorsque tu auras terminé, tout le monde pourra voir exactement comment tu as quitté l'endroit. Blâmer la personne qui t'a précédé ne suffira pas cette fois. Espèce d'animal dégoûtant. Friture de mouches. Lorsque tu penses aux manifestations, tu imagines probablement une masse de personnes tenant une pancarte sur laquelle sont inscrits des messages passionnés en faveur du changement. Mais en 2019, des milliers de personnes qui protestaient contre les inégalités au Chili tenaient des pointeurs laser, et ce pour une raison ingénieuse. Tu vois, lorsque les manifestations ou les émeutes éclatent, la police utilise des drones pour évaluer précisément la situation depuis le ciel afin de préparer une réponse au sol appropriée. Cependant, les manifestants chiliens ont imaginé que s'ils apportaient tous des pointeurs laser au rassemblement et les braquaient ensemble sur un drone, la lumière concentrée pourrait perturber les drones d'une manière ou d'une autre, et ils ont donc essayé. Étonnamment, les lasers ont fonctionné. Environ 40 à 50 lasers ont été dirigés vers le robot policier volant. Mais les théories divergent quant à la cause de son écrasement au sol. Certains pensent que la puissance combinée des lasers a généré suffisamment de chaleur pour faire fondre le plastique du drone et provoquer un dysfonctionnement. D'autres pensent que le capteur optique du drone a été surchargé et que l'opérateur n'a pas pu voir à travers la caméra, ce qui l'a forcé à atterrir. Après avoir vérifié la vue d'en haut, c'est la théorie vers laquelle je penche. Mais qu'en penses-tu? Fais-moi part de ton avis dans les commentaires ci-dessous. À reculons à Bathinda. En 2003, Harpreet Dev, chauffeur de taxi, rentrait chez lui tard dans la nuit dans le nord de l'Inde lorsque sa Fiat Padmini s'est bloquée en marche arrière. N'ayant pas les moyens de la faire réparer, Harpreet a tourné la tête derrière lui et a commencé à rouler en marche arrière vers sa ville natale de Bathinda. Plus il reculait, plus il prenait de l'assurance, et au moment où Harpreet est rentré chez lui, une idée s'est formée dans sa tête. Au lieu de faire réparer sa voiture, pourquoi ne pas modifier la boîte de vitesse pour qu'elle ait 4 marches arrière et une seule marche avant? Le talentueux chauffeur de taxi avait toujours voulu faire quelque chose d'unique dans sa vie, et c'était l'occasion. Au fil du temps, les histoires de taxi à l'envers se sont répandues dans tout Bathinda, et Harpreet est devenu une sorte de célébrité locale. Il a même réussi à obtenir une licence gouvernementale spéciale lui permettant de conduire à l'envers dans n'importe quel état du nord de l'Inde. En fait, ce conducteur audacieux est devenu si habile dans son mode de transport unique qu'en 2005, il a fait marche arrière depuis le Rajasthan en Inde sur 350 miles, soit quasiment 500 km jusqu'au Lahore au Pakistan, pour promouvoir la paix entre les deux pays. Malheureusement pour Harpreet, tout ce qui s'est passé à regarder par-dessus son épaule lui a causé de graves problèmes de dos et de cou. Mais est-ce que cela l'arrête? Bien sûr que non. Selon Harpreet, réaliser quelque chose de spécial n'est jamais facile. C'est vrai, mais personnellement, je vais m'en tenir à la conduite en avant. Police des oies. Si tu te promènes dans les zones rurales de la province chinoise du Xinjiang et que tu passes devant un poste de police, tu risques d'assister à un spectacle très étrange. C'est parce que dans cette région de la Chine, connue pour sa criminalité, la police a commencé à utiliser des oies de garde au lieu de chiens de garde. Aussi fou que ça puisse paraître, les oies ont en fait plusieurs avantages distincts par rapport à leurs homologues canins. Tout d'abord, elles sont incroyablement bruyantes, même lorsqu'elles mangent. Si un voleur s'introduit dans ta maison et jette un steak par terre, ton chien affamé pourrait être trop discret et ne pas t'alerter du danger à venir. En revanche, si tu possèdes une oie, elle klaxonnera bruyamment tout en engloutissant son repas. De plus, les intrus pourraient jeter un morceau de nourriture empoisonnée et éliminer d'un seul coup le chien de garde standard et solitaire. En revanche, si tu te procures un grand groupe d'oies, leur nombre et leur bruit feront regretter aux cambrioleurs désemparés de ne pas être venus.
Bien sûr, posséder un bataillon d'oies personnel comporte des défis, mais pour les forces de police chinoises, c'est une réussite étonnante. En 2013, un homme a essayé de s'introduire dans un poste de police du Xinjiang pour voler une moto confisquée. C'était en pleine nuit et il avait réussi à droguer les 2 chiens de garde. Sûr de lui, il a escaladé le mur et a été confronté à un spectacle terrifiant. Une vingtaine d'oies le regardaient, déployaient leurs ailes et poussaient de grands cris agressifs. Les policiers qui dormaient sur place pendant la nuit ont été réveillés et le criminel a été arrêté. Alors, la prochaine fois que tu envisages d'avoir un nouvel animal de compagnie comme acolyte, pourquoi ne pas opter pour une oie? Le jus de fesses de castor. Lorsque tu dévores une délicieuse glace à la vanille, la dernière chose que tu veux imaginer, c'est qu'elle provient de l'arrière-train d'un animal sauvage. Mais si tu vivais au début du XXe siècle, il y a de fortes chances que tu aies goûté au jus de fesses de castor au moins une fois dans ta vie. Il s'avère que les castors ont une glande juste sous leur queue qui sécrète cette substance brune et collante. Cette boue n'est pas de la matière fécale, mais elle a l'odeur et le goût de la vanille. À tel point qu'il y a une centaine d'années, les gens l'utilisaient pour parfumer leurs crèmes glacées, les gâteaux et tout ce qui leur plaisait. Bien qu'il soit préférable de ne pas réfléchir à la façon dont les gens ont découvert le goût de cette substance, la sécrétion s'appelle en fait le castorium. Et son odeur et son goût étonnamment agréables sont des sous-produits du régime alimentaire à base de plantes des castors. Le castorium est constitué d'un ensemble de composés chimiques dont plusieurs fonctionnent comme des phéromones, et les castors l'utilisent pour marquer leur territoire et communiquer entre eux, ce qui est assez éloigné de l'usage que nous en faisons. Extraire le castorium d'un castor n'est pas une tâche facile. Tu ne peux pas simplement tenir un cornet de crème glacée en dessous et espérer que tout se passe bien. Il faut d'abord anesthésier le castor, puis quelqu'un a la tâche peu enviable de traire manuellement ses glandes de ricin. Étant donné le caractère peu pratique, pour ne pas dire dégoûtant, de ce processus, le castorium ne représente aujourd'hui qu'une infime partie de tous les arômes de vanille. Bien que tu puisses encore en trouver dans certaines boissons alcoolisées et dans des crèmes glacées haut de gamme, je suppose que je vais m'en tenir aux arômes bon marché alors. Le grand stratagème de la pomme de terre française. Au milieu du XVIIIe siècle, en France, une peur terrible s'est emparée de la nation. Ce n'était pas la peur de la mort ou de la guerre, mais plutôt des pommes de terre. Portant des soupçons infondés sur le fait que les pommes de terre poussaient sous terre, les gens considéraient les tubercules comme des vecteurs de maladies, voire la cause de la lèpre. Bien qu'il n'y ait aucune preuve à l'appui de ces opinions, en 1748, le Parlement français est allé jusqu'à déclarer la pomme de terre illégale. Mais après avoir été capturé par les Prussiens pendant la guerre de 7 ans, le médecin militaire français Antoine-Augustin Parmentier changea radicalement d'avis. Parmentier a été nourri de pommes de terre pendant son emprisonnement, et à son grand étonnement, il allait très bien. À sa libération, Parmentier s'est donc donné pour mission de répandre la bonne parole. Après des années de travail inlassable, il finit par réussir et l'interdiction fut levée en 1772. Mais malgré tout, de nombreuses personnes ne voulaient pas toucher à ces légumes si décriés. Un jour, Parmentier eut une idée. Les gens ne voulaient pas les manger parce qu'ils les considéraient comme indésirables. Ils n'avaient donc qu'à les rendre désirables. Parmentier a donc transformé un terrain qu'il possédait en champ de pommes de terre et a engagé plusieurs gardes lourdement armés pour faire bonne figure en défendant les pommes de terre. Il pensait que les gens verraient les gardes et penseraient que les pommes de terre valaient la peine d'être volées. Parmentier attendit, et bien sûr les gens commencèrent à voler les pommes de terre. À partir de ce moment-là, la demande a commencé à augmenter et l'opinion générale sur le légume racine a changé. Tout ça grâce au stratagème passionné d'un homme. Je suis sûr que Parmentier sourirait dans sa tombe s'il savait que les frites existent maintenant. Zéro zèbre. À l'époque, les visites aux zoos pouvaient être intéressantes, mais sans animaux, il n'y avait pas de raison d'y aller, n'est-ce pas? Les propriétaires du Maraland Zoo à Gazan le savaient que trop bien lorsqu'ils ont perdu leurs 2 zèbres en 2009. Étant les animaux les plus populaires du parc, leur perte risquait d'être dévastatrice pour les affaires. N'ayant pas d'argent pour acheter d'autres zèbres, les gardiens de zoo se sont creusé la tête jusqu'à ce qu'ils aient une idée folle. Ils avaient encore 2 ânes. Alors, sans perdre de temps, ils se sont procurés de la teinture noire pour chevaux et l'ont utilisée pour peindre les rayures sombres sur leurs ânes blancs. Et ils n'ont pas fait du mauvais travail. Bien que les zèbres soient un peu plus grands que les ânes, aucun des visiteurs n'a semblé le remarquer ou s'en soucier. Pourtant, ce type a bien vu les marques de frottement révélatrices. Quoi qu'il en soit, les faux zèbres ont été beaucoup plus populaires que les ânes et sont rapidement devenus l'attraction principale du zoo. Du caca au papier. Si quelqu'un te disait qu'il existait un moyen de transformer tes excréments en argent, tu penserais probablement qu'il te fait une farce. Mais à l'Institut national des sciences et de la technologie d'Ulsan, en Corée du Sud, ce rêve alimenté par le caca est devenu réalité. Chu Jae-won, professeur de l'université, voulait concevoir un moyen économe en énergie pour faire fonctionner l'un des bâtiments du campus. Sa réponse? Les toilettes.
Alors d'ordinaire, elles ne sont pas posées sur un bureau, mais à l'intérieur du Science Walden Pavilion de l'université. Les toilettes sont équipées d'une pompe à vide qui aspire les déchets dans un bioréacteur souterrain où ils sont décomposés, ce qui produit du méthane. Ce méthane est ensuite utilisé pour fournir de l'énergie à l'ensemble du bâtiment. Et comme si ce n'était pas assez fou, tout élève qui choisit de faire caca sur les toilettes high-tech reçoit une quantité déterminée de monnaie virtuelle. Baptisée Ghoul, cette monnaie peut être dépensée dans des magasins de l'université pour acheter des livres ou du café par exemple. Le programme a été si populaire qu'un étudiant aurait déclaré « Je n'avais jamais considéré les excréments que comme sales, mais maintenant c'est un trésor de grande valeur à mes yeux. » Ce qui est très bien tant qu'ils ne commencent pas à les transporter un peu partout où ils vont. Le dilemme des cerfs. Les mois d'hiver amers en Finlande plongent le nord du pays dans une obscurité qui peut durer jusqu'à 18 heures par jour. Aussi gênant que cela soit pour la plupart des gens, c'est potentiellement désastreux pour les éleveurs de rennes, qui perdent environ 4000 cerfs par an dans des accidents de circulation causés par l'obscurité sans fin. Alors en 2014, des éleveurs brillants se sont associés pour penser à une solution encore plus brillante à leur problème. Ils ont essayé de coller du ruban adhésif réfléchissant sur les cerfs, mais il s'est tout simplement arraché. Ils ont pensé à pulvériser de la peinture réfléchissante sur la fourrure des animaux, mais cela s'est également avéré inefficace. Finalement, ils ont réalisé qu'en pulvérisant de la peinture réfléchissante sur les bois, les phares des voitures étaient réfléchis de façon étonnante. Je dois dire que si je roulais sur la route et que je voyais cela me fixer dans l'obscurité, je commencerais à faire marche arrière. Malheureusement pour les éleveurs et les cerfs, ils ont oublié de prendre en compte le fait que les rennes perdent leur bois tous les ans, et que la solution n'était donc que temporaire. Mais si tu as de meilleures idées, partage-les dans les commentaires ci-dessous. Mandarine verte. La plupart des détenus rêvent de s'évader de prison. Et, très occasionnellement, ils y parviennent. Mais personne ne s'est jamais évadé d'une manière aussi insensée que celle du détenu français Michel Vaujour. En 1986, Michel était sur le point de purger une peine de 18 ans à la prison parisienne de Sante. Mais sa femme Nadine avait d'autres idées et a mis au point un plan pour faire évader son mari. Lors d'une visite de routine en mars 1986, elle lui a glissé un mot indiquant la date et l'heure exacte auquel elle voulait qu'il soit libéré. Le 28 mai à 10 h du matin. Alors, quel était le plan? Nadine s'est dit que le meilleur moyen de franchir les immenses murs de la prison pour le faire sortir était de les survoler, plus précisément dans un hélicoptère. Le seul problème, c'est qu'elle n'avait jamais piloté d'hélicoptère de sa vie. Le plan était donc de passer les 3 prochains mois à apprendre. Si tout se passait bien, elle obtiendrait sa licence personnelle d'hélipilote le 27 mai. Puis à 10 h du matin, le lendemain de l'obtention de son diplôme, elle piloterait un hélicoptère jusqu'au toit de la prison, où elle rencontrerait Michel et l'emmènerait avec elle. Pour éviter que quelqu'un ne lui tire dessus depuis le ciel, elle a acheté un pistolet jouet et la peint en noir pour pouvoir le brandir de façon menaçante depuis l'hélicoptère. Mais comment Michel pourrait-il passer tous les gardes et monter sur le toit pour la rejoindre? Incroyablement, la réponse se trouvait dans les mandarines vertes. Michel devait sournoisement voler des mandarines à la cantine et les peindre en vert grenade. Puis, le jour de l'évasion, il prétendrait que ce sont de vraies grenades pour effrayer les gardes et les empêcher de lui tirer dessus. Et le grand jour arriva. Étonnamment, Nadine avait fait exactement ce qu'elle avait prévu, passant son examen d'hélicoptère avec brio. Quant à Michel, il était tout aussi préparé à son audacieuse évasion. Il avait demandé l'aide d'un co-détenu, Pierre Hernandez, et ensemble, ils entamèrent leur course folle vers la liberté. Agitant les mandarines vertes en l'air comme des fous amoureux des fruits, ils se sont élancés à travers la prison en direction du toit. Par miracle, aucun des gardiens de prison n'a ouvert le feu. Trompés par les fruits effrayants, ils étaient tous trop effrayés pour tirer et risquaient de tout faire exploser. Michel est arrivé sur le toit juste à temps. Sa femme était en train de planer au-dessus du toit, d'où elle a descendu une corde, et Michel a commencé à grimper. Alors qu'il approchait du sommet, Nadine a appuyé sur l'accélérateur et le couple s'est envolé, abandonnant impitoyablement Pierre sur le toit, dans l'une des plus incroyables évasions de prison de tous les temps. Et tout cela grâce à des fruits peints. Le Monkey Mind Pong. Le milliardaire excentrique Elon Musk est bien connu pour ses idées farfelues, mais aucune ne l'a été autant que l'un de ses premiers projets, Neuralink. L'objectif de Neuralink est de renforcer la connexion entre l'homme et la machine, en augmentant la vitesse à laquelle les informations peuvent passer du cerveau humain à un ordinateur. En gros, Musk veut que nous devenions tous des cyborgs. Pour y parvenir, il a mis au point une minuscule puce informatique qui peut être implantée dans le cerveau, où elle suive avec précision l'activité cérébrale, ce qui permet théoriquement une interface sans fil avec les ordinateurs. Elle a déjà été testée sur un singe, le résultat, incroyable, les singes sont capables de jouer à une partie de Pong avec leur esprit. Neuralink a diffusé des images de l'un de ces macaques appelé Paguer.
Alors, comment fonctionne cette folie totale? Après l'installation de la puce dans son cerveau, Paguerre a été placé devant un ordinateur. Au départ, le singe a joué à un jeu avec un joystick traditionnel. Pour lui apprendre et l'encourager à jouer, on lui a donné une friandise à base de bananes à chaque fois qu'il terminait un niveau, à l'aide d'une paille attachée à la machine. Mais pendant qu'il jouait, la puce a enregistré les schémas d'activité électrique dans le cerveau de Paguerre. Ensuite, elle a mis en correspondance ces signaux avec les mouvements du jeu. Ça signifie que lorsque la manette était déconnectée, la puce continuait à envoyer des informations sans fil à l'ordinateur. Et comme par magie, le Pong de l'esprit du singe était né. À terme, Musk espère que cette technologie permettra aux gens de contrôler leurs téléphones et leurs ordinateurs simplement par la pensée. À terme, elle pourrait même permettre aux personnes paralysées de parler à nouveau. C'est assez incroyable au final, du moment que le plan final de Musk ne consiste pas à utiliser les puces pour prendre le contrôle du monde ou quoi que ce soit d'autre. Une maîtrise surprenante de l'épée. Imagine la scène. On est au Moyen-Âge et tu viens de te disputer avec ton ennemi juré. Il a dégainé son épée et te charge, prêt à te frapper. En ce moment, ce serait une très mauvaise idée de saisir la lame de ton épée, n'est-ce pas? Malgré ce que cela semble être, ce n'est peut-être pas le cas. La pratique consistant à tenir une épée par sa lame n'était pas rare dans l'Europe médiévale, et elle est représentée sur de nombreuses illustrations de l'époque. C'est ce qu'on appelle la demi-épée. Et si elle est faite correctement, elle peut s'avérer cruciale pour gagner un combat. Par exemple, si ton adversaire a une épée courte et s'approche, mais que tu as une épée longue, il a l'avantage. Pour contourner le problème, tu peux tenir la lame de ton épée d'une main et la poignée de l'autre. Cela te donne plus de précision et te permet de riposter. Une autre technique consistait à saisir fermement la lame avec les deux mains. Non seulement tu pouvais te défendre contre les grands coups comme celui-ci, mais tu pouvais aussi abattre l'épée sur un adversaire comme un marteau. Appelé mordeau ou coup meurtrier, cette attaque était très efficace contre les armures. Mais saisir une lame à main nue ne risque-t-il pas de provoquer de vilaines coupures? Pas si tu t'y prends correctement. Tout d'abord, tu dois enfoncer ta paume dans le côté de la lame. Ensuite, si tu fais attention, il est possible d'enrouler tes doigts autour de la lame et de saisir l'épée en laissant de l'espace entre le tranchant et tes doigts. Tant que tu tiens la lame avec une prise assez forte, quoi que tu fasses, ne la laisse pas glisser, tu ne te blesseras pas. Comme ça, il est même possible de saisir la lame d'une épée de ton adversaire, à condition que tu le fasses après qu'il ait donné son coup, et non pas en plein milieu de la frappe. Avec toutes ces connaissances chevaleresques, je te garantis que tu te battras à un niveau supérieur à celui des autres. Tu sais, la prochaine fois que tu te battras à l'épée, ce qui est très courant de nos jours. C'est à peu près tout ce que je peux faire pour l'instant. Est-ce que t'as déjà une idée folle qui a fonctionné? Dis-le moi dans les commentaires. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.